Salut à tous, nouvel épisode et aujourd'hui on attaque le deuxième chapitre de la série Destin de guerre dans lequel on évoque différents personnages insolites ayant vécu la deuxième guerre mondiale. Et on commence avec le premier d'entre eux, Heinrich Severloh. Heinrich, il est né à Metzingen près de Hanovre en Allemagne le 23 juin 1923. Au début de la guerre, il est déployé dans le nord de la France avant d'être finalement muté sur le front de l'Est où grâce à sa bonne connaissance des chevaux, il est affecté au ravitaillement des troupes en première ligne. Blessé, il est placé en convalescence, puis une fois celle-ci accomplie, est muté en France, et plus précisément en Normandie, où il subit l'entraînement et la discipline d'un adjudant-chef strict. Le 6 juin 1944, dans la nuit, il prend son poste dans le nid de résistance 62, un bunker placé dans les dunes de Colville-sur-Mer et qui domine la plage qui va bientôt porter le nom d'Omaha. Vers 5 heures du matin, Severloh aperçoit au large quelques navires, avant que finalement une flotte entière apparaisse. Le débarquement allié, pressenti depuis des mois, est sur le point de débuter. À 6h30, après une vague de bombardements qui pour la plupart ont raté leur cible, les péniches américaines approchent. Severloh reçoit alors l'ordre de se placer derrière sa MG42 et d'arroser la plage. Ravitaillant munitions, il mitraille absolument tout ce qui bouge pendant un très long moment. Et là, d'un seul coup, plus de munitions. Remarquez, c'est un peu normal avec tout ce que vous avez tiré. Bah oui, c'est normal. Et en effet, après de longues heures de combat, Severloh est à court de munitions. Selon lui, il aurait tiré plus de 12 000 balles de mitrailleuse et 400 avec son fusil, dont il se servait pour compenser quand les Américains approchaient de trop près, ou bien durant les laps de temps où il laissait refroidir le canon de sa mitrailleuse. Après plusieurs heures de combat, les Américains commencent à gagner tellement de terrain que les derniers Allemands présents dans le blocos sont contraints de s'enfuir sous les tirs. Heinrich, blessé à la hanche et à un œil, se replie lui aussi et parvient à rejoindre une antenne médicale où il est soigné. Le lendemain, les Américains approchent et Heinrich se rend. Il est alors embarqué pour les États-Unis où il est interné dans un camp de prisonniers dans le Mississippi avant d'être finalement envoyé 1 an en Angleterre où il construit des routes. Une fois la guerre terminée, il est libéré et rentre à la ferme familiale. Il est alors hanté par les images de ce qu'il a commis. En 1984, une équipe de la chaîne ABC le rencontre chez lui en Allemagne. Pour la première fois, il se confie à des journalistes. Quelques années plus tard, il prend contact avec un certain David Silva, un vétéran américain ayant débarqué à Omaha, avec lequel il se lie d'amitié et correspond par courrier. En 2000, il publie ses mémoires et répond à différentes interviews. Convaincu que ses balles ont tué ou blessé des centaines de GI sur la plage, on le surnomme alors la bête d'Omaha ou encore le boucher d'Omaha. Il déclare pourtant, je cite, ne pas avoir tué pour le plaisir, il y était contraint, c'était son boulot, il voulait simplement rester en vie. Heinrich Severloh meurt finalement en Allemagne en 2006 à l'âge de 82 ans. Pour le deuxième personnage du jour, on se rend au Japon ou pour utiliser une métaphore, au pays du soleil levant. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. On va évoquer le cas de Kazuo Sakamaki, né le 8 novembre 1918 au Japon donc, et qui est au début de la guerre officier dans la marine impériale japonaise. Le 7 décembre 1941, il participe à un des plus gros tournants de la guerre, l'attaque japonaise sur la base navale américaine de Pearl Harbor, située à Hawaï. Bon, on a tous l'image des vagues d'avions successives déchaînant leur feu sur les navires américains tranquillement accostés. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'en parallèle, un petit groupe de 5 sous-marins de poche japonais opère depuis le milieu de la nuit. Chacun de ces 5 sous-marins abritant 2 hommes, Kazuo fait donc équipe avec un autre sous-marinier, Kiyoshi Inagaki. En panne de boussole, les deux acolytes tournent en rond et s'échouent sur un récif. Ils décident de tenter leur chance à la nage et d'abandonner le sous-marin en prenant soin avant d'y laisser une bombe à retardement. Bon, finalement la charge n'explose pas et en plus Kiyoshi se noie. À ce moment-là, Kazuo ne le sait pas encore, mais il est le dernier survivant de son groupe. Les 5 sous-marins sont désormais tous hors combat et 9 de leurs 10 occupants sont morts ou disparus. Kazuo, lui, épuisé, continue de dériver et finit par échouer sur une plage inconscient. Il est découvert et capturé par les Américains et devient donc par la même occasion le premier prisonnier de guerre japonais du conflit. Le problème, c'est qu'à l'époque, le militarisme japonais considérait que celui qui mourait au combat était un héros, mais qu'en revanche, être capturé par l'ennemi était le déshonneur suprême. De ce fait, au camp de prisonniers où il est détenu, Kazuo Sakamaki est humilié par sa capture.
Il s'inflige des brûlures de cigarettes et demande même aux Américains l'autorisation de se suicider, mais ces derniers refusent. Avec le temps, il cogite sur la nature de la guerre et lui qui rêvait de gloire militaire devient finalement un pacifiste engagé. Il finit par abandonner l'idée d'en finir et sauve même du suicide d'autres Japonais capturés par la suite. Dans le même temps, il travaille comme traducteur pour les Américains et ces derniers ne manquent pas de souligner son bon travail et son attitude exemplaire. Finalement, la guerre se termine et en 1946, transféré au Japon, il est officiellement démobilisé. Son retour au pays est cependant très difficile puisqu'il y est très mal accueilli, ce qui ne l'empêche pas d'écrire tout de même un livre sur son expérience. Par la suite, il trouve du travail et enchaîne de très bons postes dans l'entreprise Toyota et obtient même une place au conseil d'administration de la Chambre du commerce et de l'industrie du Japon. En 1991, il se rend au Texas pour assister à une conférence et fait incroyable, là-bas, il retrouve son sous-marin que les Américains avaient renfloué dans le courant de la guerre. 50 ans après, on imagine plein d'émotions dans la tête de Kazuo Sakamaki, lui qui a traversé tant d'épreuves durant toutes ces années. Il meurt quelque temps après, le 29 novembre 1999, à l'âge de 81 ans. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire d'éventuelles suggestions, si vous avez des personnages que vous aimeriez que j'évoque à l'avenir. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien.